conférence, ou plutôt rencontre avec les auteurs de cette journée du Festival Rue des Livres. On a la grande joie de recevoir trois membres, apôtres, disciples, directeurs généraux et traders de la Ligue de l'Imaginaire. En l'espèce, Jean-Luc Bizien, David Cara ou David Cara, tout court, donc il n'y a plus de S, et Henri Levenbruck. Ces trois personnes représentent un collectif, donc la Ligue de l'Imaginaire, qui est composé de 14 écrivains, plutôt 13 écrivains et un cinéaste. 14 écrivains et un cinéaste. Moi j'étais à quelle heure vous êtes maintenant? Qui est Bernard Minier. D'accord, et Bernard Minier. Ah oui, d'accord. Donc 15 apôtres. Alors la première question qu'on va vous poser, sachant que votre premier, le premier nom de votre club des 5, 6, 7, 8 était les Marmottes Exhibitionnistes, qu'est-ce qui vous a conduit à adopter un syntagme plus sérieux et peut-être revendicateur d'un projet commun? C'est Bernard Werber. C'est à cause de lui qu'on a abandonné ce nom qui était bien plus crédible de la Ligue des Marmottes Exhibitionnistes. En fait, l'histoire, c'est qu'au tout début, on était 5. On était même 4 au début. Il y avait Olivier Lescott, Franck Tillier, Maxime Chatham et moi-même. Et tous les 4, on se retrouvait fréquemment dans les salons, un peu comme aujourd'hui. On avait des envies communes, des influences communes, des soucis communs, des alcools communs. Et puis un jour, c'était à peu près tout ce qu'on ne partageait pas grand-chose d'autre. Et puis un jour, on était donc à un salon qui était à Val d'Isère. Donc on était un peu en altitude. On était invité par une librairie qui s'appelle Le Bouquiniste, qui est la librairie en France perchée à la plus haute altitude. C'est une très très belle librairie, très chouette. Et on a eu l'idée de se réunir au tout début avec l'envie de montrer que des écrivains pouvaient travailler ensemble plutôt que de se sentir concurrents. Parce que c'est vrai que c'est un milieu dans lequel on se fait souvent des sourires, mais on s'entraide pas toujours. Et nous, on avait envie de montrer que on pouvait le faire. On avait aussi envie de se soutenir entre nous parce que ça s'est beaucoup calmé depuis, mais c'était une époque où la littérature à laquelle nous on appartenait souffrait parfois d'ostracisme dans certains milieux, avait un déficit de reconnaissance médiatique par rapport au succès de cette littérature en France, quoi. Donc on avait envie de se serrer les coudes. Et est venu le moment, donc on était au restaurant à Val d'Isère en train de manger et boire, et donc est venu le moment où il a fallu qu'on choisisse un nom à notre club. Et il se trouve que dans ce restaurant d'altitude, comme très souvent dans les restaurants d'altitude, la déco était de circonstance et il y avait notamment une marmotte sur la table qui, on n'a jamais vraiment su pourquoi, avait une position étrange, qui avait les deux bras écartés comme ça, et donc on eût dit une marmotte exhibitionniste. Une marmotte kitsch, quoi. Voilà. Et du coup, on a adopté le nom de marmotte exhibitionniste, qui est resté le nôtre pendant 1 an, jusqu'à ce que de nouveaux membres intègrent notre club, à savoir Bernard Werber, Patrick Bowen et Laurence Calez au tout début, je crois. Puis ils sont arrivés Cometti à Pavel, sont arrivés Cara, Bizien, etc. Aujourd'hui, on est 15. Et Bernard Werber, à son arrivée, a dit: moi, je veux rentrer dans votre club, mais à une seule condition, c'est que vous changez de nom, parce que la marmotte exhibitionniste, c'est pas sérieux. Et Bernard, tout le monde sait que Bernard est un homme sérieux. Non, c'est un garçon qui... D'ailleurs, il a évidemment raison, hein, c'est une blague, évidemment qu'il fallait qu'on change de nom, on savait très bien qu'il fallait qu'on change de nom, mais c'est un garçon qui sait très bien qu'il n'y a rien de plus efficace que la simplicité, et que donc il fallait que notre nom dise bien ce qu'on voulait faire, et que les deux mots ligue et imaginaire nous représentaient bien. On est tous les 15 des auteurs épris d'imaginaire au sens large, et puis on a un petit côté ligue. Donc voilà, la Ligue de l'Imaginaire, ça s'est imposé à l'arrivée de Bernard. On peut rappeler un petit peu en termes lexicales que
le terme de ligue comprend évidemment la réunion d'intérêts communs, mais sous-entend souvent le fait d'ourdir un complot commun dans les ligues politiques. Donc il y a quelque chose de l'ordre un peu de la revendication, comme vous l'avez bien souligné. Vous sentiez comme plusieurs écrivains peut-être une mauvaise prise en compte de vos ouvrages. Et peut-être aussi, il faut le souligner, et c'est un secret de polichinelle, parfois un certain mépris du monde médiatico-littéraire pour une certaine forme de littérature qui emprunte à la fantasy, qui peut paraître, comment dire, un peu de la littérature pour adolescents attardés. Alors que dans les faits, je ne le dis pas parce que je vous reçois, mais parce que dans les faits, ce n'est pas du tout. Et je tiens à signaler, comme beaucoup d'autres personnes, que il y a 30 ans, j'avais lu les Thanatonautes de Bernard Werber, et c'était une œuvre que j'ai énormément aimée. Je me souviendrai toujours du combat en astral, qui c'était tout à fait novateur, et une certaine posture trop stylistique en France peut conduire, à mon avis, à des exagérations, et donc je pense que vous avez en effet bien fait de vous liguer. Alors, en fait, moi, depuis, j'ai un peu, pour être honnête, j'ai un peu changé d'avis. C'est-à-dire que ce dont on souffrait beaucoup à l'époque, c'était d'un déficit donc de reconnaissance médiatique, en disant, voilà, les journalistes préfèrent parler tout le temps des bouquins, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les bouquins qui plaisent aux lecteurs. Nous, on a la chance d'avoir une reconnaissance publique, et pourtant, ben voilà, les journalistes ont l'air de dénigrer ce qu'on fait, et on le visait mal. Et avec le recul et avec le temps, en fait, moi, je fais un peu mon mea culpa. Je pense qu'ils ont raison, les journalistes. C'est-à-dire que je pense que le métier d'un journaliste, et d'ailleurs, je le vis parfois en tant que téléspectateur ou que lecteur, c'est pas de nous parler des choses qu'on lit déjà. Et je crois que le vrai travail d'un journaliste, justement, c'est pas de parler de Bernard Werber, c'est pas de parler de Maxime Chatham, c'est pas de parler de Franck Tillier, mais c'est plutôt de parler non, mais mais même pas de vous, non, mais d'auteurs de la Ligue, là, qui a un grand pas. Non, mais je suis sérieux, je pense que justement, le travail d'un journaliste, à quoi bon parler des choses que les lecteurs connaissent déjà, donc finalement, je finis par me dire que notre combat n'était pas si urgent que nous en avions l'impression à l'époque, et qu'il est temps qu'on revienne à l'essentiel, c'est-à-dire boire du pinard dans nos réunions, quoi. Vous avez en commun tous les trois un amour et un traitement spécifique de l'histoire. Vous avez tous un souci très marqué pour la compréhension de faits historiques, avec, malgré la fluidité de vos lectures, il faut savoir que derrière la fluidité de l'écriture, il y a tout un travail de recherche qui prend des heures à chaque écrivain, qui parvient à reconstituer une cohérence d'ensemble, et qui est le fruit de nombreuses heures de travail en amont. Vous avez en commun un goût pour l'histoire, un goût pour une interprétation, le goût de la fiction, le goût de la puissance de l'imagination, un certain goût aussi pour certains, moins pour Jean-Luc Vizien peut-être, mais pour les deux autres, un certain goût pour tout ce qui est un petit peu illuminisme, un peu magie, un peu maçonnerie, etc. Et avant de rentrer dans les détails, j'aimerais simplement que chacun l'un après l'autre, vous définissiez, mais d'une manière un peu liminaire, qu'est-ce que ça veut dire au sein du terme Ligue de l'imaginaire, qu'est-ce que c'est que pour vous, à l'heure actuelle, et au regard du monde, et au regard de votre travail d'écrivain, qu'est-ce que c'est que l'imaginaire? Alors, correctif, s'il y a magie au sein du groupe, c'est plutôt moi. Pour la magie, pour l'ésotérisme. Pour l'ésotérisme, je m'intéresse énormément je retire ce que j'ai dit. À la maçonnerie, à des tas de choses comme ça. D'accord. Non, je crois que... Alors, attends, la question a été rallonge. Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire? On va pas évidemment faire l'imaginaire, c'est juste une façon d'aborder les choses. Comment dire? J'ai envie d'aborder des sujets. Je sais que si je les aborde de manière frontale et très didactique, je vais emmerder mon lecteur. J'ai été 15 ans instit et j'ai appris une chose, c'est que les deux efforts qu'on a à fournir dans une vie, c'est comprendre physiquement que pour aller d'un point A à un point B, c'est mieux en station debout, et un humain met en moyenne 12 mois pour comprendre ça. La lecture, on a tendance à l'oublier, c'est monstrueux. C'est-à-dire que
arriver à photographier des signes totalement abscons et mis dans un certain ordre, rendre compte qu'ils font sens, ça prend 5 à 6 ans de votre vie. Vous commencez en moyenne section de maternelle à reconnaître vaguement votre prénom, et encore uniquement parce qu'il est écrit au-dessus de votre photo et qu'il y a votre manteau en dessous. Si, en grande section, vous apprenez 2 ou 3 prénoms, ce qui vous autorise à changer les manteaux. En CP, vous abordez la technique, la baby bobu. En C20, ça devient pénible, mais vous arrivez à donner quelques phrases que vous avez besoin d'oraliser, sinon vous en perdez le sens. Et en CE2, donc 5 ans après, 6 ans en comptant la petite section de maternelle, vous êtes enfin lecteur. Ce qui fait que beaucoup d'humains rejettent, parce que la lecture, ça représente l'enfer de l'école, de l'apprentissage, de la complexité. Et que si vous êtes lecteur, c'est qu'on a réussi, je ne parle pas de nous, mais des auteurs en général, ont réussi à vous faire oublier que c'était un effort permanent de lire et de s'approprier un texte, et que donc on est à la notion de plaisir. Moi, l'imaginaire, c'est relié à la notion de plaisir. Ça va me permettre d'aborder des sujets de la vie, des sujets de géopolitique, dit comme ça, c'est un peu des gros mots, mais par le biais de mes histoires, peut-être que j'aborde ça. Le contrat, il est tacite avec le lecteur, j'essaie de lui permettre de s'évader pendant quelques heures et penser à autre chose, et ma cerise sur mon gâteau, c'est quand à la fin, en refermant le livre, si le lecteur garde un petit quelque chose et a envie de réfléchir au sujet que j'ai abordé, là je pense que le contrat est totalement rempli. Mais je vais rebondir sur ce que disait Henri sur les mauvais genres. Très longtemps, le thriller, par exemple, c'était réservé d'abord aux anglo-saxons, et puis c'était un genre mineur. La littérature blanche, la grande blanche, était là pour nous parler de la vie et travailler la langue. Et puis petit à petit, finalement, le débat, il y a eu un glissement de terrain. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui que, hélas, la littérature blanche et des auteurs, il y a toute une génération d'auteurs qui sont bien à nous parler de leur nombril, qui tournent dans un rayon de 30 cm autour, donc on a vite fait le tour. Hein. Et bon, ça peut être passionnant à un moment donné d'apprendre la vie sexuelle de Catherine Machin ou les aventures de Sinango. Pourquoi pas? C'est une forme de littérature et je la respecte, mais ils sont mis d'un seul coup à glisser, à oublier de nous parler de la vie, et le thriller s'est engouffré là-dedans, et c'est eux qui maintenant nous parlent d'humanité, c'est eux qui nous parlent des problèmes de société, c'est eux qui nous parlent de géopolitique, et on s'y est réapproprié le truc. Et surtout, les journalistes se sont mis à réaliser que finalement, c'était pas forcément écrit en patois grec, qu'il y avait vraiment des auteurs qui faisaient le boulot, mais qui passaient par le biais de l'histoire. Donc voilà. Voilà en tout cas ce que moi je pense de l'imaginaire, c'est une façon d'aborder les choses en profondeur, sans avoir forcément d'histoire. Je vais rebondir sur David Carral. Puis, autre chose qu'a dit Henri tout à l'heure. Je suis pas un peu petit là. Non, quand ça veut. Bon. On en parlait, on a eu un long débat avec Franck Tillier il n'y a pas très longtemps, en disant, moi je crois pas au genre. Pour moi c'est une énorme connerie, clairement, et je ne crois pas qu'il existe une seule littérature qui ne soit pas imaginaire. On risque de traumatiser des générations de profs de français. Le Père Goriot n'existe pas, Cosette n'existe pas, Shakespeare a écrit Hamlet et toute la pièce tourne autour de l'apparition d'un fantôme. S'il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas Hamlet. Mérimée a parlé de quoi à part une statue qui étrangle les gens. Enfin, Edgar Allan Poe, qui est considéré comme un très grand littérateur, a quand même raconté des choses qui sont un peu dans le fantastique. Et à chaque fois, cet imaginaire sert, à travers une allégorie, à nous parler de la seule chose dont parlent tous les livres, c'est l'homme, la nature, de l'humain, homme, femme. Et nous, estampillés, alors on va accepter pour une fois, parce que je refuse vraiment en bloc ce terme de littérature de l'imaginaire, ce qu'on disait avec Franck, c'est que pour raconter nos histoires, et je pense que c'est pareil pour Henri et pour Jean-Luc, nous sommes obligés d'avoir des recherches historiques, scientifiques, économiques, géopolitiques qui sont au-delà de tout ce qu'on pourrait demander à n'importe quel auteur qui placerait l'histoire effectivement de son nombril au milieu de l'Allemagne de 1939, simplement parce qu'on ne nous passera rien. Et qu'il y a cet aspect-là qui déjà fait qu'on est en permanence un peu jugé. Donc Franck, au niveau médical, fait des recherches très poussées. Moi, au niveau scientifique, c'est pareil. Au niveau historique, c'est pareil. J'imagine que pour l'apothicaire, tu as un peu souffert à retracer la réalité de l'époque, toi, avec ta série chez 18 au début du 20e. Enfin, donc, on a cet aspect-là qui est très sérieux. Et comme disait Jean-Luc, et il a raison, c'est que plutôt que de faire un essai historique qui nous ferait nous prendre pour ce qu'on n'est pas, les historiens, on va aller placer un cours d'histoire encapsulé dans un divertissement. Parce que quelque part, et je pense que ça doit être une réminiscence de nos années d'école, on a souffert, voire nous nous sommes emmerdés pendant des cours où il y avait des choses passionnantes à apprendre. Et à travers le ludique, à travers la distraction, on arrive à faire passer des choses tout à fait sérieuses et de vraies connaissances. Je
prends un exemple, et après je vais laisser la parole à Henri. J'ai appris ce qu'était le maître étalon grâce à Michel Audiard pour le Cap sur Rebif. J'avais 12 ans. Et à un moment dans le Cap sur Rebif, il y a un dialogue entre Jean Gabin et Françoise Roset, où ils sont en train de parler d'un troisième personnage, et Gabin dit c'est un grand con, et il dit mais ça court les rues les grands cons, et il dit oui mais si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon, il serait à Sèvres. Et c'est en entendant ce dialogue, qui est quand même incroyable, que j'ai eu l'idée d'ouvrir un quiz à l'époque, et par internet, pour aller voir ce qu'était le maître étalon, donc un divertissement a priori anodin, mais pour savoir que Audiard était un véritable érudit, m'a permis d'accéder à une connaissance réelle. Henri de Van Bruck, je vous passe la parole, mais juste avant, je précise qu'en commun dans la réponse de Jean-Luc Lévien comme de David Carra, on sent quand même que l'imaginaire a un rôle de fonction, là, qui est un rôle de facilitateur de transmission de quelque chose. Donc, Henri, si vous voulez apporter, vous, votre pierre à l'édifice sur la question de l'imaginaire. Oui, je suis globalement d'accord avec mes petits camarades. J'ai le sentiment que l'imaginaire, c'est un outil qui permet de lever le voile sur l'habitude. C'est-à-dire que on voit le monde avec tous les jours, on voit le monde, on entend les infos, on se promène dans les mêmes rues, on fait le même trajet pour aller au boulot, on rencontre les mêmes personnes, etc. Jusqu'à un point où l'habitude finit par nous empêcher de regarder le monde avec un regard nouveau. Et le meilleur moyen de regarder le monde avec un regard nouveau, c'est de le regarder différemment. Et l'imaginaire, c'est ça, c'est-à-dire de nous présenter les choses sous un nouveau projecteur, avec un nouveau projecteur. Et voilà, en même temps, ce qui est amusant, c'est que l'imaginaire existe. Et justement, je pense que dans l'envie du lecteur ou du spectateur ou de l'enfant, on n'a pas envie de lire des histoires qui sont pas vraies. On a envie de croire à des histoires qui sont pas vraies. Quand on est gamin et qu'on se fait peur, ou quand on est adulte et qu'on lit un thriller ou du fantastique et qu'on prend du plaisir en le lisant, c'est parce que on accepte d'une manière plus ou moins consciente et d'y croire au moins le temps de la lecture, quoi. On n'est jamais totalement dans l'imaginaire. Alors il y a quelques romans comme ça, mais c'est extrêmement rare. Il y a un roman de Robert Silverberg qui s'appelle Le Fils de l'homme. Ça n'a rien à voir avec le film, mais qui porte le même titre. Mais où là, clairement, on est dans l'imaginaire pur, où il n'y a même pas de personnage, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de créature. On est vraiment dans l'imaginaire. C'est un livre qui est très beau, mais très complexe, etc. Sinon, dans les autres, enfin voilà, dans la plupart des romans que nous lisons tous, qu'on soit dans l'imaginaire ou non, on y croit le temps de la lecture. Moi, quand j'avais 14 ans et que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, j'y croyais à Bilbo, et ce monde-là, j'avais envie d'entrer dedans, comme s'il était réel, quoi. Et là, on est dans le fantastique. Ouais, par exemple. Ouais. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, justement, est-ce que je trahirais votre pensée, ou en tout cas la définition, en tout cas l'explication que vous venez de donner, en disant que finalement, pour vous, l'imaginaire, c'est une manière de réenchanter le réel sans le trahir, c'est-à-dire en gardant la objectivité entre guillemets, c'est-à-dire la réalité du réel, mais en le présentant d'une manière enchantée. Oui, bien sûr. Alors enchantée ou en tout cas nouvelle. Oui. Moi, je donne un exemple. Souvent, j'ai écrit une trilogie de fantasy qui s'appelle La Moira. Et quand j'ai écrit ce bouquin, en réalité, comme vous tous ici, depuis que je suis gamin, et tous les jours, j'entends parler du conflit israélo-palestinien. C'est un conflit dont on entend parler tous les jours depuis notre naissance à tous ici. J'aurais très bien pu écrire, avec l'envie de parler de ce conflit, j'aurais très bien pu écrire un roman ultra réaliste, comme je l'ai fait d'autres fois d'ailleurs, en me documentant à mort sur Israël, la Palestine, sur le conflit, sur Jérusalem, sur tout ce qui se passe, etc. Le truc, c'est que on a tous qu'on le veuille ou non, pour des raisons culturelles, historiques, le lieu où on est né, la famille qui nous a élevés, on a tous un petit a priori sur ce conflit. C'est-à-dire qu'on est tous un petit peu plus du côté des uns ou un petit peu plus du côté des autres. Culturellement, qu'on le veuille ou non, je pense que personne n'est globalement totalement neutre dans ce conflit. Donc, ça ne nous permet pas d'avoir un regard nouveau, du coup, comme on a tous forcément un a priori historique ou culturel ou socio-éducatif, etc. En revanche, si j'écris un roman sur un conflit dans un pays qui s'appelle Gaëlia
et que les religions sont des religions polythéistes étranges, et que ça se passe dans un monde imaginaire, etc., et que moi, dans mon cœur, en tant qu'auteur, je sais très bien que je suis en train de parler du conflit israélo-palestinien, mais je lui donne un autre nom, et ben, moi, en tant qu'auteur, et vous, en tant que lecteur, vous allez regarder ce conflit avec un regard nouveau. Même si toutes les raisons de ce conflit sont les mêmes, politiques, religieuses, historiques, territoriales, etc., c'est une façon de se dire, ben voilà, je vais, en tant qu'auteur, et je l'espère les lecteurs en tant que lecteurs, on va se poser ensemble la question, quel serait notre regard sur ce conflit s'il était complètement extrait du contexte culturel et politique et historique dans lequel nous, on est inscrits, quoi. Et l'imaginaire, pour moi, sert aussi à ça. Et donc, effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Là, c'est pas du réenchantement, mais en tout cas, c'est une façon de se reposer de nouvelles questions sur des sujets auxquels on est trop habitué, ou en tout cas, sur lesquels on a du mal à avoir un regard nouveau. Et vous l'apportez allégorie quand je parlais tout à l'heure, où en fait, lire Le Seigneur des Anneaux, c'est pas lire l'histoire de la guerre entre les Orques, hein. Si on s'arrête à ça, on passe à côté de plein de choses. Star Wars, c'est pas une histoire de vaisseaux spatiaux. Oui, c'est vrai, mais il faut quand même faire une distinction avec une littérature qui porte uniquement des éléments du réel, donc qui ont une assise historique, qui ont eu lieu, qu'on peut réinterpréter et dont vous n'ayez pas une part d'imaginaire. Je vais vous dire un effet économique, parce que je viens de ce monde-là, qui à un moment fait une projection par rapport à une situation économique donnée et à des modèles existants, ils sont dans l'imaginaire. À partir du moment où ils disent voilà où on va aller, ou quelles sont les possibilités, on émet des hypothèses, on est systématiquement dedans. Alors peut-être, David, c'est le moment de faire une distinction entre l'imaginaire et l'imagination. Parce que vous citez par exemple le Père Goriot. Le Père Goriot, en effet, il y a une très forte imagination qui a pour but finalement de mettre en place, dans le cadre de la comédie humaine, de mettre en place des profils psychologiques et d'illustrer certains liens sociaux, psychologiques, etc. Mais il n'y a pas d'intervention de ce qu'on peut appeler le fantastique, c'est-à-dire des éléments qui n'ont pas une réalité objective. De la même manière, dans vos ouvrages, vous avez des ouvrages avec Werner von Nowinski qui est un vampire, et jusqu'à présent, à part pour certains peut-être roumains dans Transylvanie, les vampires n'ont pas encore fait la preuve de leur existence. Donc je pense qu'il est quand même nécessaire de faire un distinguo entre ce qui est l'imagination et l'imaginaire. Je suis complètement d'accord, mais en général, on ne le fait pas. C'est-à-dire que on englobe l'ensemble dans la même chose, mais par rapport à ce que vous avez dit, j'ai quand même un journaliste qui a expliqué que les vampires ne se transformaient pas en faucon, mais en chauve-souris. Et là, vous avez envie. Il n'a pas tort. Un vrai scientifique. Mais depuis quand et où? Ça n'existe pas. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Si vous voulez, moi j'ai le sentiment, j'utilise souvent cette analogie, j'ai le sentiment que le choix de l'imaginaire, et là je parle bien d'imaginaire et pas d'imagination, on est d'accord. Le choix de l'imaginaire est relativement anecdotique dans notre travail. C'est-à-dire que je pense que de la même manière qu'un artiste qui va vouloir peindre les vieux quartiers de Rennes a beaucoup de choix qui s'offrent à lui. Il peut choisir la gouache, il peut choisir le crayon, il peut choisir plein d'outils. Le résultat sera d'ailleurs différent, parce que au crayon, on ne fait pas la même chose que la gouache, ou il peut faire de l'aérographe, etc. N'empêche que c'est bien le quartier de Rennes qui va nous peindre. Et le sentiment que nous, on va recevoir en regardant le tableau, il n'est pas dépendant de la gouache ou du crayon, il est dépendant du talent de l'artiste, quoi. Et je pense que pour moi, en tout cas, l'imaginaire, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un médium, effectivement. C'est un outil qu'on utilise pour peindre le monde, mais n'empêche que c'est bien le monde qu'on peint. Donc qu'il y ait des dragons, des elfes, des vaisseaux spatiaux, ou que ça se passe dans le futur ou dans un monde inexistant, c'est à peu près aussi anecdotique que quel est l'outil qu'on a utilisé pour peindre le vieux quartier de Rennes. Et de toute façon, au final, je pense que vous allez tous les trois être d'accord pour dire que de toute façon, l'intervention de ce qui est de l'ordre de la fiction pure, c'est-à-dire du non réel, a pour but de servir des histoires qui enseignent le lecteur, ça peut être sur des thèmes, mais surtout au final sur l'homme, les relations de l'homme à son propre monde, à son propre corps, aux autres, etc. C'est une loupe. La figure du vampire dont vous parliez tout à l'heure, même à l'origine, c'est la mise en exergue de l'éros et du thanatos, point. Et puis ça s'arrête à ça.
Moi, je vais même plus loin, j'ai même le sentiment que réellement, nous n'écrivons jamais autre chose que des romans d'amour. Je pense que tous les romans parlent d'amour. Et c'est très drôle parce que, qu'on le veuille ou non, hein, mais que globalement, on écrit sur l'amour. L'amour entre un homme et une femme, l'amour, l'altérité, l'altruisme. En tout cas, on ne fait que ça, parler des liens entre les hommes et essentiellement de l'amour. Et même, c'est même drôle parce que dans mon cas, petit à petit, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai découvert qui étaient mes lecteurs. Alors d'abord, on découvre, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a plus de lectrices que de lecteurs. En France, c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Moi, j'ai écrit des thrillers. Il y a un moment dans ma carrière où je me suis mis à écrire des thrillers un petit peu plus durs que ce que je faisais avant. Voilà, avec des grosses scènes d'action, des flingues, des bastons, des machins, des trucs. Et dans mon cœur à moi fait que j'ai jamais pu m'empêcher, évidemment, de mettre quand même un peu des histoires d'amour dans mes livres. Il y a une trilogie, notamment, où le héros traverse des histoires d'amour compliquées sur les 3 tomes. Il s'appelle Harry et elle s'appelle Lola, et on ne sait jamais s'ils vont finir ensemble ou pas. Mais c'est 20 pages sur 600 pages. Mais n'empêche que, dans les salons, je suis assis en train de dédicacer, je vois arriver un mec avec des gros bras, un gros fan de thriller, qui vient avec son livre pour me le faire dédicacer. Voilà, il dit ouais, moi je lis que des thrillers, j'adore ça, et pour moi il rentre dans le cliché du mec, voilà. La première question qu'il me pose systématiquement, c'est mais Lola et Harry, ils vont finir ensemble ou pas? J'ai vu tout à l'heure, c'est un élément. J'aurais pu dire, je sens que vous avez besoin d'une réaction d'amour à l'égard de votre compère Henri. Parce que j'aime mes camarades d'amour, c'est pas la question. J'avais l'impression d'être rentré dans Je crois pas que je vais te le tenir le micro. Mais j'avais l'impression d'être rentré dans une espèce de club à l'anglaise de gentlemen qui écrit de la littérature pour hommes, et je m'aperçois que depuis le début on fait du Barbara Cartland, quoi. Non, pour en revenir au lectorat, c'est mathématique en fait. Hein. Il y a 80% de lecteurs. Oui, 80%. Globalement en France, et 20% de lecteurs. Voilà. Alors, je vais continuer à dérouler ma réflexion, mais petite parenthèse sur ça. Ce qui est très étonnant dans vos tous ensemble ici, vous n'avez pas une écriture sexuée féminine. Ce que j'entends par là, c'est quelque chose dont on ne parle jamais en France. Mais si on regarde bien d'une manière très légère, un peu, comment dirais-je, phénoménologique, on se rend compte depuis quelques années, les écrivains ont très bien compris que le lectorat était composé à 80% de femmes, et on sent que cette réalité, qui se traduit d'ailleurs en chiffres, influence quand même les manières d'écrire de nombreuses personnes. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur le distinguo. Pardon, allez-y. Vestige de l'Aube est sorti. J'ai un paquet de lectrices qui étaient persuadées que c'était écrit par une femme sous pseudo d'homme. Et bizarrement, c'était pour moi le plus beau des compliments. Non pas parce que il y avait 80% de lectrices. Moi, je suis arrivé dans ce milieu, je ne connaissais rien au genre, au lectorat, au vent, tout ça. Enfin, je connaissais absolument rien. J'étais complètement déconnecté. Moi, j'en étais encore à Alexandre Dumas et à Victor Hugo, donc ça avait un peu évolué. Pardon. C'était des femmes, en vrai. Des femmes, oui. Comme Salammbô. Et du coup, c'était pour moi la preuve qu'il y avait une sensibilité qui passait à travers ce roman, qui était très exactement celle que je voulais donner, et qui n'était pas nécessairement celle qu'on attendait d'un mec d'1m85 et de 100 kilos. Donc c'était plutôt flatteur. Après, effectivement, là maintenant, oui, il y a des vagues. Enfin, je peux vous l'avouer, j'ai écrit 50 nuances de grès. C'est mauvais, mais je m'en fous. Ce qui est amusant, c'est de voir dans la carrière de Stephen King, justement, le moment où, parce que Stephen King est un très grand auteur, un très grand écrivain et un très grand raconteur d'histoire, mais c'est aussi quelqu'un de très intelligent et qui se pose ces questions. Et c'est amusant de voir dans la carrière de Stephen King le moment où il a compris que son lectorat, c'était plus des jeunes adolescents, mais des femmes. Et donc les romans de King, qui pendant toute la première moitié de sa carrière étaient des romans dont la plupart des héros étaient des adolescents boutonneux, frustrés, qui étaient en conflit avec le monde adulte, tout à coup les romans de King, Rose Bader, Dolores Claiborne, Jessie, ça c'est devenu des femmes. Mais, et plutôt même des quadras, quoi, des quadras généraux. C'est pas le Queen, quoi. Et ouais. Pour continuer sur l'imaginaire et l'imagination, vous avez donc, je pense, j'ai plus la citation en tête, mais le début du voyage au bout de la nuit de Céline,
commence par une citation en exergue, qui dit en substance, elle est pas exacte, mais il dit l'imaginaire finalement c'est l'autre côté de la vie, mais du miroir du réel. C'est-à-dire que c'est bien le réel, mais qui emprunte de l'autre côté de la vie. Si je prends cette citation, même incomplète, de Céline, c'est pour continuer ce distinguo entre imaginaire et imagination et les liens que les deux notions peuvent avoir, sur la question de l'autre monde, la manière de préparer autrement le monde, d'une autre dimension du monde, d'inframonde, de supramonde, qui est quelque chose que vous avez aussi en commun dans vos écrits, et ce qui me conduit quand même à parler de la dimension de l'imagination aussi comme recherche spirituelle, c'est-à-dire empruntant ou véhiculant des éléments mythiques, spirituels, ancrés dans des traditions ritueliques, religieuses ou autres, et tous les trois, vous avez bien en commun, je dirais pas une fascination, mais en tout cas un attrait marqué pour ces éléments-là, notamment pour, je pense à on a parlé illuminisme, franc-maçonnerie, et donc Giacometti et Ravel, si on fait un truc sur les francs-maçons, on est mort, donc... Mais vous avez le droit, vous pouvez vous affranchir de leur tutelle, là. Ouais, enfin, surtout pas bon, ouais, non. Je pense qu'on fait une littérature agnostique, et je dis bien agnostique, je dis pas athée. Tout à fait. C'est-à-dire, l'athée ne se pose pas de questions, il a une réponse ferme, l'athée, alors que l'agnostique n'a pas de réponse, et il cherche. Et nous sommes dans une littérature de quête, tous nos romans sont toujours des quêtes. Donc on est dans une littérature agnostique qui fait qu'on questionne ces choses-là, ces domaines-là, et voilà, que ce soit Giacometti et Ravel, que ce soit n'importe lequel d'entre nous, je pense que il y a dans cette démarche la question ultime, c'est toujours le pourquoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait le comment, un jour on saura comment tout marche. Hein. On saura. Ça c'est la foi. Non, mais on saura tout. La technologie, ça arrivera. Voilà, la science expliquera tout, le comment de tout, on finira par savoir. Il y a des choses qui, il y a 10 ans, 50 ans, un siècle ou 2 siècles, encore pire, paraissaient pour complètement inexplicables, et donc ayant attrait au spirituel, au merveilleux, à la magie. Il y a encore des mecs qui font des vidéos en expliquant que la Terre est plate. Hein. Oui, mais bon, ils deviennent minoritaires. Mais on finira par tout. C'est l'imaginaire. Les questions comment, on répondra à toutes les questions comment. Par contre, il y a une question à laquelle on répondra jamais, c'est pourquoi. Oui, donc ça c'est la vision de Bernard Werber. C'est la vision de la plupart de ces autres. Ben oui, tous, je pense que personne ici est capable de me dire pourquoi dans cette pièce. Pourquoi? D'accord, le monde existe, il est né comme ça, le Big Bang a eu lieu comme ça, il finira peut-être comme ça, ok, on sait comment, mais pourquoi? Alors qu'on soit croyant ou pas, c'est une réponse qu'on peut jamais donner de manière ferme. Et je pense que nos livres vont aussi dans cette direction-là, en tout cas posent ces questions-là. Que c'est la question ultime, c'est la dernière. Quand je parlais de spiritualité, qui est malheureusement en France trop souvent mélangée et confondue avec ce terme de religion, j'entendais bien spiritualité. C'est-à-dire le fait même simplement d'employer du mythique, hein, de reprendre des éléments par exemple de l'Antiquité, de la mythologie, etc., pour moi accompagne ce vaste mouvement d'une manifestation et une utilisation de matériaux créés par l'esprit qui n'ont pas de corps réel comme d'effets objectifs, mais qui pourtant accompagnent la psychologie, la vie psychique et la vie spirituelle, qui tentait que cela dise quelque chose. Et je voudrais insister sur cet élément-là. Est-ce que vous sentez dans votre écriture que vous utilisez, vous inscrivez aussi dans des éléments mythiques, des mythèmes, c'est-à-dire des éléments que vous utilisez, qui sont charriés par la vie même et l'histoire même et qui sont difficiles à attraper comme ça, mais que vous, d'une certaine manière, vous êtes aussi des vecteurs de cela et vous les utilisez? Pas forcément de façon consciente d'ailleurs, hein. Parfois on baigne tellement dans les mythes qu'on finit par les utiliser sans même se souvenir qu'on les a reçus comme tels. Moi je raconte souvent que par exemple pour la trilogie dont je vous parlais tout à l'heure, la Moira, j'ai voulu justement m'amuser avec l'un des mythes les plus anciens et les plus utilisés qu'on a, qui est
celui dont la première incarnation littéraire fictive, c'était les Chevaliers de la Table Ronde et l'histoire du roi Arthur et le mythe arthurien, mais en réalité, si on réfléchit bien, on peut même remonter jusqu'à la Bible, ou en tout cas jusqu'au Nouveau Testament, qui est finalement assez proche. Ce mythe-là, il a été revu, réutilisé des milliards de fois, parfois les gens s'en rendent même pas compte, mais l'histoire du jeune fermier à qui un magicien apporte une épée en lui disant « tu vas sauver le monde », c'est Arthur, Merlin vient le voir, lui donne une épée, lui dit il est fermier, enfin il est palefrenier, Merlin vient le voir, lui donne une épée, lui dit tu vas sauver le monde, c'est Bilbo le Hobbit, Gandalf vient le voir, lui donne une épée, lui dit tu vas sauver le monde, c'est Obi-Wan Kenobi qui va voir Luke Skywalker qui est un jeune fermier, il lui donne une épée, bon, c'est une épée laser, mais c'est une épée quand même, et il lui dit tu vas sauver le monde, etc. Ce vieux mythe-là, pardon ? Aragorn, bon. Et moi je me suis dit tiens, je vais le réutiliser effectivement, mais sauf que cette fois c'est pas un jeune fermier, c'est une jeune fermière. Qu'est-ce qui se passe si c'est une gonzesse, si c'est pas un mec? Parce que depuis le début, qui s'appelle Jésus, qui s'appelle Bilbo ou qui s'appelle Arthur, c'est un mec. Qu'est-ce qui se passe si c'est une nana? Et voilà, donc mais ça c'est un des exemples à travers lesquels on peut effectivement nous jouer avec les mythes. Pour me donner une bonne transition vers un autre aspect, est-ce que on pourrait dire que c'est quelque chose qu'on souligne jamais en parlant de vous, mais dans cette ligne de l'imaginaire, il y a quelque chose quand même dans vos écrits d'une littérature héroïque, au sens... on a tous été marqués par ça. Moi j'assume complètement la figure. En plus, la figure du héros, elle a un côté sacrificiel. Hein. Il y a aussi très rapidement un côté christique qu'on peut trouver à chaque grand héros qui, en règle générale, on finit en prenant, pardon pour le terme, mais plein sa gueule. Ce qu'on fait vivre à nos héros, c'est monstrueux. On est des grands malades. Hein. Moi, je revois le destin que j'ai fait vivre à Ethan dans la trilogie. Si un jour, alors pour le coup, heureusement qu'il est imaginaire, parce que si un jour ce mec existe, il décide de régler ses comptes avec son créateur, je suis très très malin. Mais évidemment, le héros nous a marqués, on a tous les grands héros d'ailleurs. Tout le monde en a besoin de héros. Pourquoi au cinéma les super-héros cartonnent à ce point en ce moment? Est-ce que le monde on est peut-être dans une des périodes du monde où il a le plus besoin de croire en la possibilité d'un sauveur? Jean-Luc Vizien. Non, je m'inscris complètement dans ce que vient de dire David. En plus, il y a aussi une filiation, c'est-à-dire qu'on a grandi, tous, on a lu les mêmes auteurs. Je veux dire, si on nous lance sur Dumas ou sur des gens comme ça, là, pour le coup, on va reconnaître ça. Et je pense qu'on essaie de retrouver, c'est très prétentieux, et je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais j'essaie modestement d'écrire ce que j'aurais voulu lire quand j'écris, surtout pour les ados par exemple, des bouquins qui moi me donnent envie. Je pense que si j'ai pas un vrai bonheur à les écrire, il y a peu de chances que le lecteur trouve du plaisir à les lire. Donc j'essaie de m'inscrire là-dedans et j'essaie d'y insuffler tout ce qui moi m'a donné envie d'eux. Tous ces récits. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère maternelle bretonne qui m'a lu à 5 ans une version écourtée, parce qu'il y avait Reader's Digest à l'époque, donc une version tronquée de l'Iliade et l'Odyssée. Mais quand on prend ça dans la figure à 5 ans, c'est juste, c'est fini, on décolle et on touchera plus jamais le sol, et on a juste envie après de transmettre ce bonheur-là et de raconter des histoires. Là, pour le coup, on était dans la mythologie, dans le truc là. Mais le premier héros que j'ai découvert, c'était D'Artagnan. Ah bah non, oui. Ils sont jolis. Ouais, mais j'ai eu une enfance malheureuse. Une faculté à dire non. Non, mais attendez, vous plaisantez, mais oui, je rappelle que, alors oui, et la gomme magique, c'est le plus beau livre fantastique qui ait jamais été écrit. Je le redis régulièrement, il a l'avantage d'être assez court à lire. C'est quand même un épisode dans lequel, oui, il hérite d'une gomme. Il y a une nouvelle de Stephen King qui est pompée à mort sur oui, et la gomme magique. Il a une gomme, oui, avec laquelle il peut gommer tout. Il peut gommer une table, tu vois, il peut gommer des gens, c'est terrible, tu vois, il a le pouvoir absolu, si tu peux, bon. Et évidemment, il apprend au fur et à mesure de l'épisode qu'il vaut mieux pas la perdre, cette gomme, parce que si lui, il est toujours très bien intentionné, oui, il y a peut-être quelqu'un de méchant qui va voilà, et à un moment, il y a le petit singe qui il a plus de queue, enfin bon, voilà. Mais extraordinaire, oui, la gomme magique, au contraire, je crois que c'est le plus grand récit de super-héros qui ait jamais existé. Alors, vos différentes réponses, sur ces réponses sur la question des héros, conduisent, mais naturellement, mais par chacune de vos réponses, et même oui, à la question de... Alors, est-ce
êtes-vous des bons démiurges ou des mauvais démiurges? Parce que dans vos réponses que vous donnez, comme dans vos écrits, il y a quand même quelque chose d'ordre du récit démiurgique. On sent qu'il y a chez vous une place de démiurge au sens de démiurge, c'est un terme qu'on hérite de la gnose de l'Antiquité tardive, où on a de Dieu, mais de Dieu créateur de monde mauvais, monde bon, de bons démiurges, de mauvais démiurges. Alors maintenant, sur cette question précisément de construction de vos mondes, comment vous placez-vous en tant que démiurge? Alors, je pense que la réponse à ça, c'est que Matrix parle complètement de ça. D'ailleurs, c'est amusant de relire la gnose, ensuite de revoir Matrix. Mais justement, nous, la grande différence entre l'auteur et le démiurge, c'est que l'auteur a conscience de n'être qu'un auteur. Ça nous arrive même d'ailleurs de s'en excuser quand David tout à l'heure disait oh là là mon Dieu, qu'est-ce que je lui fais vivre à mon personnage. Dans le fond il en a rien à foutre, il n'existe pas son personnage, mais n'empêche qu'il culpabilise quand même. Ce qui me rend fou, c'est le nombre de lecteurs et lectrices qui me disent oh là là, Ethan il est formidable, et moi à chaque fois j'aimerais bien le rencontrer, il a pris dans la tête, c'est ignoble. Et je me dis je suis un monstre. Alors il y en a même qui m'ont écrit à la fin du tome 2 en me disant mais ne le tuez pas dans le tome 3 par pitié. Et en plus je sais qu'un jour il va mourir, c'est obligatoire. Et même moi j'envisage mal, je le vis mal. Alors vous voyez Henri, ce que vient de dire David et dit le contraire de vous. Ouais, pourquoi? Parce que quand le lectorat vous écrit pour vous dire ne tuez pas le personnage donc créé qui n'a qu'un corps qui a une chair de papier, le rapport du lectorat à l'auteur est déjà dans un processus de préédification. Sauf que David, lui, sait que tout ça est du cabaret. Voilà. Et je pense que le jour... Alors, il y a le risque, hein, celui chez qui, d'ailleurs, ce risque est le plus grand, c'est Bernard. Bernard Werber, les lecteurs de Bernard ont avec Bernard un rapport qui se réduit malheureusement pas toujours au rapport d'un lecteur à un auteur, mais parfois une frange du lectorat de Bernard le voit comme un gourou et comme un maître à penser, et là ça peut faire peur. Ouais, alors je suis entièrement d'accord avec vous, mais d'autant plus je pense que la particularité de Bernard Werber c'est d'être dans la futurologie et donc d'être dans une activité quasi prophétique, en tout cas à volonté et vocation prophétique, et que des lecteurs peuvent lire ces ouvrages comme étant quasiment des prophéties, et même l'arbre des possibles, etc., donne un peu de l'eau à ce moulin. Mais la littérature de genre est prophétique. Moi j'ai eu la chance de croiser, je sais que tu l'aimes pas trop, Serge Brussolo, ça a été mon maître en littérature, c'est celui qui m'a accueilli au masque et qui m'a aidé à construire mes premiers romans. Serge, dans un bouquin de science-fiction publié au Fleuve, Anticipation, écrit au milieu des années 80 l'histoire d'un attentat au gaz dans le métro parisien et tout ce que ça entraîne. Et quelques années plus tard, on va avoir la secte Home qui fait exactement la même chose au Japon. Et puis un jour, il écrit Sécurité absolue, qui est l'histoire d'une secte aux États-Unis qui vit comme ça totalement en autarcie, et qu'à la fin, on va voir le FBI arriver, plutôt que de se rendre, ils vont mettre le feu. Mais un an après, il y a Waco. Il y a plein de choses comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le 11 septembre, le Pentagone a fait appel à tous les auteurs de genre américains, autant science-fiction que thriller justement, et on leur a demandé de composer, d'écrire les guerres et le terrorisme du futur, en étant persuadé qu'il y en avait forcément un qui aurait le truc. Et oui, c'est là que nous-mêmes on se pose des questions, c'est-à-dire que je crois qu'on est écrivain, on est quelqu'un tout à fait... La vie d'un écrivain, c'est un banal affligeant. Hein. Les femmes qui viennent nous voir et qui pensent qu'on est des super-héros sont généralement extrêmement déçues. C'est quasi monacal et c'est chiant comme la pluie. Nous sortent de temps en temps du bocal et on rencontre des gens. On se rappelle qu'il y a une vie dehors. Mais voilà, on se lève le matin comme tout le monde et après on bosse sur un clavier. C'est d'un sexy absolu. Pourquoi je dis ça? C'est que on essaie... Si je te dis que j'écris en slip, tu vas avoir des visions. Je connais. Non, l'idée, je me parle tout seul et on est souvent d'accord. Non, je crois qu'on est écrivain juste parce qu'on est un citoyen lambda avec un petit plus, c'est qu'on fonctionne vraiment comme des éponges. C'est-à-dire qu'on va peut-être percevoir des trucs, saisir le détail aux infos ou dans le journal ou autour de nous, juste. Souvent, quand je rencontre les collégiens ou les lycéens et qui me parlent d'imagination,
Je leur explique qu'à mon sens, ça n'existe pas, mais que peut-être je regarde un tout petit peu plus autour de moi. Comment est-ce que vous inventez des personnages? Alors, je leur donne la méthode. Il m'arrivait, quand j'étais à Paris, de m'asseoir dans le métro. Juste de m'asseoir dans le métro et de regarder les gens. Et si vous regardez les gens et que vous vous posez la question du pourquoi, pourquoi ce type s'est habillé comme ça ce matin, pourquoi cette femme parle toute seule, pourquoi celui-là a l'air d'avoir la banane et l'autre triste, vous n'aurez jamais la réalité. Mais vous allez projeter des choses et déjà vous créez. C'est ça. Sauf que vous avez saisi des instants comme ça, de ce qui nous entoure, donc du monde. Mais moi, vous aurez couché sur ça. À la fois sur la logique du démiurge et sur ce que disait Henri, qui est très juste par rapport à Bernard, par exemple, et à la façon dont il est perçu. Et c'est vrai qu'il y a un rôle de gourou qui parfois est étonnant. Enfin, moi, j'ai vécu une rencontre qui était vraiment bizarre. Enfin, je me sentais mal présent. Moi, j'estime que je ne suis pas là pour apporter les réponses. Moi, je suis là pour poser des questions. Et derrière, je vais amener 5, 10 personnages, peut-être, qui vont être confrontés à la question de base du bouquin. Il y a toujours un propos dans Une nuit éternelle, c'est est-ce qu'on a tous droit à une deuxième chance? Mais j'amène pas une réponse, j'en ai une par personnage, et au lecteur ensuite, derrière, d'avoir sa réflexion. Je suis pas là pour asséner une vérité. Moi, j'estime que mon rôle, c'est le rôle de verre grossissant. Exclusivement de verre grossissant, et je pense que souvent pour un écrivain, le but c'est d'appuyer là où ça fait mal. Et pas forcément de guérir, mais de proposer des voies sur la guérison éventuelle. Et je pense que quelque chose dans notre échange, qui va bientôt toucher à sa fin, mais quelque chose qu'on peut mettre en valeur en commun, c'est vous utilisez tous finalement le terme de loupe, et on a le sentiment que dans votre travail, vous saisissez à un moment donné certains faits qui vous pressentez ont un potentiel de réunion, de cohérence, de sens, bien plus que la seule apparence, et vous mettez la loupe dessus parce que vous sentez qu'une congruence, un précipité de sens va se faire et va pouvoir être exploité avec pour but une illustration après psychologique ou autre utile au lecteur. Je crois qu'on est tous des grands sensibles, enfin la réalité elle est là, voire des hypersensibles. On en revient à l'amour. C'était un chat mais, qui a appuyé sur le clavier, mais globalement on est tous des grands amoureux, on est tous des grands passionnés, on est tous des grands désespérés, et puis d'un coup on est tous des grands... Il faut qu'on réfléchisse avec Bernard à monter cette... Plein d'espoir. Oui, mais on le mettra en avant. Vous allez clouser les gars, vous allez clouser. Mais non, mais lui il va... Ça vendra les effigies de Bernard. Et, mais forcément, je vais prendre un exemple tout con. D'où vient le projet de Leiberg? C'est venu un jour en écoutant, je rentrais de mon bureau et j'écoutais France Info. Et j'entends sur France Info une news qui a pour fait plus de bruit que ça, ce qui est quand même dingue. C'était un fumier, c'est pas autre mot, qui était employé par un laboratoire pharmaceutique suisse qui venait annoncer aux journalistes et une cinquantaine de parents européens qu'on abandonnait un protocole de recherche sur une maladie orpheline parce qu'il leur manquait 10 000 €. Ça m'a foutu dans une rage, mais je suis arrivé chez moi, le premier truc que j'ai fait, c'était regarder les comptes de résultats de cette entreprise, qui faisait 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et je me dis, je suis désolé pour le mot que j'ai employé, je l'emploie à dessein, quel est le tas de merde qui est capable de se pointer devant 50 parents pour dire, pour 10 000 €, on va tuer vos gosses. Et ça passe, derrière il y a la météo, il y a le sport, alors c'est répété une demi-heure plus tard, et le lendemain on oublie. À partir de là, j'ai commencé à faire des recherches sur l'historique des laboratoires pharmaceutiques. Et je me suis rendu compte que ceux-là avaient, entre autres, fabriqué du Zyklon B. Et puis qu'ils avaient envoyé les résultats des expériences du Zyklon B menées à Auschwitz, à Dupont de Nemours aux États-Unis, dont la patronne a été décorée d'ailleurs pour acte de résistance. Enfin, voilà. Et à partir de cet élément, qui est passé, mais dans un anonymat complet, moi, je n'ai plus pensé qu'à ça. Et je n'en parle jamais dans le roman. C'est-à-dire que ça m'a aiguillé sur une réflexion, qui est une réflexion d'ordre moral, d'ordre éthique, qui m'a amené à écrire Leiberg. Et quand je regarde France Info, quand je regarde la télé, je le mets régulièrement dans la journée, je vois plus des infos, parce qu'en plus, on vous a fait des milliers de morts, alors pareil, avec une tranquillité d'esprit totale. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, ils annonçaient 40 morts dans un attentat en Afghanistan, et immédiatement derrière, il y avait le résultat du PSG. Il y a une hiérarchie dans l'ordre des priorités qui est juste extraordinaire. Mais oui, c'est vrai, ils auraient pu parler du PSG avant, quand même, merde. C'est la moindre des politesses, ou du résultat de la nouvelle start, mais
effectivement, on va avoir cette capacité à aller dans ce flux d'informations, isoler 1, 2, 3, 4 éléments qui vont pas forcément faire sens pour la plupart des gens en dehors de notre structuration d'esprit, mais nous, on va naturellement les rassembler parce qu'on y voit une histoire. Henri est musicien de talent, je pense qu'il voit des notes, il voit des mélodies. J'ai un copain qui t'en connais aussi, qui est humoriste, qui fait des one-man shows, lui il me disait il voit des sketchs. Ben moi quand je regarde les gens dans la rue, je vois des histoires. Il y a une image que j'utilise souvent, quand j'étais gamin, au collège et lycée, j'ai au même endroit, et donc pendant de la 6e jusqu'à la 1re, j'ai fait tous les jours, 4 fois par jour le même trajet, puisque je rentrais manger chez moi. Tous les jours, je passais dans les mêmes immeubles, dans la même rue, exactement, les mêmes trottoirs, etc. Et un jour, il y a une porte cochère à côté de laquelle je suis passé pendant 10 ans, qui était ouverte, alors qu'elle était d'ordinaire toujours fermée. Et derrière cette porte cochère, donc on est dans le 12e arrondissement à Paris, je vois une cour, avec au bout de la cour un bâtiment en colombage, magnifique, une espèce de ferme normande, planqué au milieu du 12e arrondissement. Et là, j'hallucine et je me dis, merde, ça fait 10 ans que je passe dans exactement à cet endroit, tous les jours, 4 fois par jour. Jamais j'aurais imaginé qu'il y avait une ferme en colombage à 10 mètres si j'avais ouvert la porte. Et quand j'écris un roman, aujourd'hui, pour moi, écrire un roman, c'est un peu comme ouvrir cette porte, quoi. C'est ça l'ouverture sur l'autre monde dont je parlais avec Céline. Il est déjà 57, alors je vais laisser rapidement pour une ou deux questions, parce qu'il y a dans 10 minutes la remise du prix à Olga Loski. Quelqu'un souhaiterait-il poser une question? En tout cas, je remercie nos 3 écrivains. Je rappelle que le but de cette présentation n'était pas de présenter chaque écrivain, c'était de présenter la Ligue de l'imaginaire. Et donc j'ai bien insisté sur justement essayer de comprendre, et le sujet est évidemment extrêmement large, mais pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui finalement unit ces 3, et d'ailleurs 14 ou 15 maintenant, 15 apôtres, comme je disais. Y a-t-il une question, s'il vous plaît? Venez prendre le passage. Non, il a reçu, Paul Colline, le jeune homme demande si Paul Colline fait partie de la Ligue. Non, tous les ans, depuis 3 ans, on a créé un prix qui s'appelle le prix du boulevard de l'imaginaire, qui est un prix littéraire qu'on voulait remettre à des auteurs qui en étaient à leur premier, deuxième, ou voilà, qui étaient au début de leur carrière, on va dire. Et l'année dernière, non, il y a 2 ans maintenant, effectivement, on a remis ce prix à Paul Colline. Il se peut qu'un jour Paul rejoigne la Ligue. Alors, il faut savoir un truc au sujet de la Ligue de l'imaginaire. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, c'est que c'est avant toute chose, c'est une histoire d'amitié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aimeraient rentrer dans la Ligue, qui ont tout ce qu'il faut pour rentrer dans la Ligue, aussi bien en tant qu'auteur que dans leur carrière, que dans leur vie, que dans leur géographie, etc. Simplement, on entre dans la Ligue que quand on connaît tous les membres de la Ligue et qu'on les connaît bien et qu'on a picolé ensemble, qu'on a bouffé ensemble. On a tous qu'on élève des membres ensemble. On a tous dans nos vies vécu l'expérience de la collectivité. Et on connaît ses travers et ses dangers, c'est-à-dire que c'est quand même super dur de faire collaborer, coexister 15 écrivains, et on sait et on a nous-mêmes déjà beaucoup de mal à le faire alors qu'on est amis. Donc si en plus on n'était pas amis et qu'on rentrait trop facilement dans la Ligue, c'est un danger qu'on n'a pas voulu prendre. Il y en a même autour de moi, ces 2 personnes-là, on les connaissait depuis longtemps avant de les faire entrer dans la Ligue. Et on a attendu, on les a invités, on a déjeuné ensemble, on s'est vus, voilà, ça prend beaucoup de temps. Paul, on l'a vu 2-3 fois, donc il peut pas faire partie de la Ligue. Pour information, le titre de Paul Colline, c'est un long moment de silence, pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Alors, une petite question rapide, mais c'est vraiment personnel, et j'espère que ça va pas... Mais en tout cas, je me suis toujours posé la question, quel lien avez-vous avec Pierre Bordage? On pourrait imaginer avoir... C'est un homme que j'aime bien, ça s'arrête à ça, j'ai jamais lu un de ses livres. D'accord. Moi, c'est quelqu'un que je connais très 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 bien, ça fait 30 ans maintenant qu'on est potes avec Pierre. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, je pense qu'il a eu
dans le succès de Pierre, il faut savoir qu'il a eu un vrai succès dans les années, fin des années 90, voilà. Oui, enfin même avant, et que dans le succès de Pierre, il y a quelque chose qui s'apparente un peu à celui de Bernard, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il y a quelque chose de très voltairien chez l'un comme chez l'autre. C'est-à-dire que c'est des gens qui se posent pas la question de est-ce que ça a déjà été fait, est-ce que ça a déjà été dit. Ils se posent pas ces questions que nous parfois on a tort de se poser, c'est-à-dire ça nous arrive de pas aborder un sujet parce qu'on dit ouais mais il y a déjà eu 3 romans là-dessus, Pierre et Bernard sont des gens qui regardent le monde avec une très grande naïveté, et cette naïveté elle est magique parce que c'est leur force. Et Pierre par exemple, on a l'impression qu'il a découvert le space opéra dans les années en 98 quoi. Alors que le space opéra avait 40 ans derrière lui, mais lui il s'en fout. Il s'est pas dit tiens il faut que je lise tous les space opéras avant d'en écrire, sinon je vais passer pour un con. Non, il a dit ouais, quand j'étais gamin j'ai adoré La Guerre des Étoiles. Je vais raconter un livre avec dans le même genre d'univers, donc ce qu'on appelle en fait un space opéra. Je pense que quand Pierre a écrit son premier space opéra, il savait même pas que le mot space opéra existait. Et c'est peut-être ce qui a fait la qualité de son œuvre, c'est que du coup il y a apporté une fraîcheur extraordinaire. Il s'est pas embarrassé des codes, il s'est pas voilà. Et Bernard c'est la même chose. Hein. Il y a beaucoup dans l'œuvre de Bernard, il y a beaucoup de livres que plein d'autres gens n'auraient pas voulu écrire en se disant oui mais bon ça a déjà été fait, etc. Et Bernard non. Il y va, il a un regard super frais, voilà, je parlais de Voltaire tout à l'heure, c'est un peu tous les deux, c'est un peu des candides, mais dans le bon sens du terme, quoi. Ils ont un regard sur le monde qui est celui que beaucoup de lecteurs attendent, c'est-à-dire le regard d'un enfant qui s'émerveille devant des choses durant lesquelles on a oublié de s'émerveiller, quoi. Merci à tous, je pense négatif, hein, quand non, j'ai bien compris, mais c'était une question qui me, voilà, qui me... Non, joli qu'elle dit, Pierre, c'est un côté poète, parce que justement il garde ce regard enfantin, mais je pense que la littérature de l'imaginaire fait partie de ça aussi. Mais juste un bémol, une fois on m'a posé la question, mais alors si vous écrivez de l'imaginaire, c'est parce que vous refusez de grandir. Je crois pas, en fait non, je crois qu'une fois pour toutes, on sait pas qu'on a refusé de grandir, c'est qu'on a décidé de bien vieillir. Et un beau mot de la fin, félicitations.